c'est bon, on commence la conférence de presse. On va pas faire long chacune et chacun, parce qu'on a quand même pas mal de secrétaires généraux des organisations de la FSU qui vont prendre la parole pour présenter un petit peu ce qu'on a voulu être un bilan de la rentrée, très modestement et en même temps, il nous semble de manière très utile. On est le 23 septembre. On peut dire d'ores et déjà que le bilan de cette rentrée est accablant, c'est-à-dire qu'aucun des problèmes de l'école n'est résolu, que l'école s'enfonce dans la crise, crise de sens des métiers, crise du recrutement. L'ensemble des services éducatifs sont remis en cause, sont mis en difficulté. C'est pour ça qu'on a voulu faire une place également, parce que ça fait partie de l'actualité de l'éducation, au problème que rencontre actuellement la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. On reprend 500 postes de contractuels, on vide des services entiers de leur personnel, des personnels qui sont au service de l'accompagnement, de la réussite des jeunes. Tout est à l'image de cette situation catastrophique avec des postes qui manquent. On en a fait un petit bilan, hein. Il y a toujours 1500 postes non pourvus dans le premier degré, 1500 postes non pourvus dans le second degré. Dans les universités, la situation est elle aussi catastrophique. Anne Roger en fera un état, mais on a des déficits qui s'accumulent. Enfin, la plupart des universités sont désormais en difficulté financière et donc en difficulté pour assurer le service d'enseignement, la recherche, toute chose qu'assure l'université. Et on a un bilan donc extrêmement inquiétant pour l'avenir, dans un contexte où tout ce qui se dessine au gouvernement est une continuité de la politique qui a été suivie jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui est effectivement le fait marquant d'aujourd'hui, avec la nomination du gouvernement, avec tous les épisodes qu'on a vécus depuis la dissolution jusqu'aux élections législatives, la nomination de Michel Barnier. C'est la volonté du président de la République et de son camp de continuer cette politique libérale, de l'aggraver et d'avoir une politique qui n'est pas au service de la jeunesse, ou en tout cas qui est dans une perspective plutôt d'embrigader la jeunesse, de ne pas lui permettre d'avoir accès à ses droits. Le service national universel pourrait être relancé. Ce qui se passe à la PJJ, j'en parlais, ça va tout à fait dans ce sens-là, c'est-à-dire la dimension éducative, y compris pour les jeunes délinquants, est niée au profit de la dimension répressive. Les discours qui ressortent sur l'uniforme, le fait d'imposer un certain nombre de choses dans les écoles, fait que tout ça converge vers un modèle d'école dont on ne veut pas et dont les personnels ne veulent pas, parce que c'est ça qui est important. Nous, on est les représentants de ce qui peut se passer sur le terrain. On a eu une lutte très importante en fin d'année scolaire dernière sur le choc des savoirs. On en reparlera un tout petit peu. Rien ne s'est mis en place comme le gouvernement précédent le souhaitait, parce qu'il y a eu la lutte des personnels. On a toujours cette question néanmoins qui est devant nous, c'est-à-dire comment tout ça va s'appliquer. Est-ce qu'il y aura une volonté politique pour l'appliquer? Nous espérons que la raison va conduire à ce que tout ça soit remis à plat par le nouveau gouvernement. Et en même temps, la nomination des ministres nous fait craindre qu'au contraire, cette politique soit confirmée. On a une ministre qui ne vient pas du monde de l'éducation, ce qui en soi ne pose aucun problème, mais qui de fait va être sous la surveillance accrue très probablement de Gabriel Attal lui-même, qui avait fait du sujet éducatif un des sujets majeurs de sa politique et de sa communication même. On a un ministre délégué à l'enseignement professionnel et à la réussite scolaire qui s'est manifesté par ses faveurs à l'enseignement privé. Et on ne lui fait là aussi aucun procès d'intention, mais la problématique de l'enseignement privé monte très fortement. Aujourd'hui, on voit que les financements pour l'enseignement privé, à la fois de la part de l'État, mais aussi des collectivités locales, grèvent les budgets publics et sont autant de financements en moins pour l'école publique, qui est la seule école de la République, qui est la seule à même de faire société et qui seule peut répondre aux défis de notre temps. Et donc nous appelons ce nouveau gouvernement à faire d'autres choix budgétaires, en particulier sur la question de l'enseignement privé, et puis plus globalement à faire une autre politique fiscale pour avoir les moyens de financer les services publics. L'éducation aujourd'hui, dans cette conférence de presse,
mais aussi la santé, mais aussi tous les services publics. Nous, on a chiffré à 50 milliards d'euros les besoins des services publics immédiatement, 30 milliards pour créer les postes nécessaires et abonder en moyens, et 20 milliards pour faire la revalorisation. Pour l'instant, il y a zéro, et zéro, ça veut dire du moins, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'inflation, même si elle a un peu baissé. Zéro, ça veut dire moins 1,9% de pouvoir d'achat, et ça se rajoute aux pertes de pouvoir d'achat antérieures. Rien n'est fait sur la revalorisation des personnels, sur les conditions de travail, sur les postes, et les choix budgétaires qui semblent se dessiner ne vont pas dans le bon sens pour inverser cette situation. Donc on sera mobilisé le 1er octobre. C'est d'ores et déjà ce à quoi on a appelé les collègues, parce que c'est au début de la discussion budgétaire, parce qu'on a aussi une ouverture et une possibilité de reprendre et de remettre sur la table le sujet de la réforme des retraites, qui concerne les personnels de l'éducation comme tous les autres personnels, hein, j'ai envie de dire, mais qui les concerne quand même particulièrement. On a été particulièrement mobilisé contre cette réforme qui porte l'âge à 64 ans, et on sait que enseigner, éduquer, accompagner les jeunes à un certain âge, ça devient d'autant plus compliqué. Et donc, on ne lâchera pas sur cette question-là. Et puis, sur la question des salaires. Donc, les moyens pour les services publics, les salaires, les retraites, tout cela sera à l'ordre du jour de la mobilisation du 1er octobre, à laquelle la FSU appelle. Bonjour à toutes et tous. Alors sur le premier degré, si on parle conditions de travail, pardon, je vais mettre le micro. Si on parle rentrée scolaire pour le premier degré, on peut, comme partout, voir que on manque de moyens et on manque de postes, puisqu'on a pas mal d'enseignants qui ne sont pas disponibles pour enseigner. C'est-à-dire qu'on a notamment des compléments de temps partiel qui ne sont pas assurés parce qu'on n'a pas de moyens supplémentaires, et on met des remplaçants à l'année plutôt que de trouver des enseignants pour le faire, des enseignants titulaires. Alors, c'est valable en région parisienne, notamment dans les académies déficitaires où il manque 1500 postes. Il y a 1500 postes qui n'ont pas été pourvus, comme le disait Benoît tout à l'heure. Mais on découvre dans beaucoup de départements des emplois de contractuels. C'est-à-dire que là aussi, alors qu'on a pourvu les postes au concours, on a même ouvert la liste complémentaire et on a des emplois de contractuels qui sont embauchés. Donc, c'est 145 dans le seul département de Bordeaux. On a plus de 200 sur Nice qui ont été recrutés. Donc, on voit bien qu'on a de plus en plus recours à des contractuels pour enseigner dans le premier degré, ce qui prouve qu'il y a un problème de gestion de ressources humaines, et il y a aussi un problème de budget parce qu'il faudrait ouvrir plus de places au concours. Sur le budget, justement, problème en cette rentrée sur les fermetures de classes, puisqu'on voit qu'on a encore beaucoup de fermetures de classes dans tous les départements, avec des classes qui deviennent chargées dans certains endroits. Et là aussi, ce que demande la FSU-SNUIPP, c'est un moratoire sur les fermetures de classes. Il faut bénéficier de la baisse démographique pour justement avoir des effectifs moins chargés dans les classes. On sait par exemple que on a 21,3 élèves par classe en France, alors que, et on se situe bien au-delà de la moyenne des pays de l'OCDE, puisque la moyenne de l'OCDE, c'est 20,1, et la moyenne de l'Union européenne 25, c'est 19,1 élèves par classe. Donc on est bien au-dessus, et c'est aussi un des leviers de la réussite scolaire que de baisser les effectifs par classe. Alors, sur les classes, notamment, il y a des effectifs chargés. On a encore près de 1000 classes maternelles avec des effectifs à plus de 30 élèves. Donc, vous voyez que 30 élèves par classe en maternelle, ça peut être très compliqué à gérer. Ça provoque des difficultés de gestion, mais aussi de gestion de la réussite scolaire, mais aussi de gestion des élèves eux-mêmes. Et je vais faire le lien aussi avec toutes les questions de conditions de travail des enseignants, parce qu'on sait que la baisse des effectifs peut être un levier aussi d'amélioration des conditions de travail des enseignants et des personnels de l'éducation nationale. Alors, je vais faire un petit focus aussi sur la question de l'école inclusive, parce qu'on sait qu'on a peu de moyens qui sont donnés en termes de gestion de l'école inclusive. On a de moins en moins de places dans les instituts médico-sociaux. Donc, on a des élèves qui ont des notifications pour être en IME ou en institut médico-social et qui ne peuvent pas y aller. Donc, ils sont inclus dans les classes, mais on n'a pas donné les moyens
aux enseignants pour les inclure correctement dans les classes. Et ça me fait faire le lien avec la problématique des AESH, puisque pour gérer la question de l'inclusion, on a mis en place des recrutements d'AESH encore cette année, mais pas suffisamment. Et vous le savez, la loi qui est parue cet été peut modifier le temps de travail des AESH, notamment sur la pause méridienne, puisque le temps de pause méridienne des AESH n'est plus géré maintenant par les communes, mais bien géré par le ministère de l'Éducation nationale. Mais tout ça, ça s'est fait sans moyens supplémentaires et on voit des difficultés apparaître partout dans tous les départements où on va déplacer en fait l'aide des AESH sur le temps de la pause méridienne et on supprime des heures d'accompagnement face à élèves et on va dégrader encore plus les conditions de travail des AESH sans pour autant leur mettre des heures en plus et donc d'augmenter leur temps de travail et d'augmenter leurs revenus, parce qu'on sait aussi que là, c'est une situation, elles ont plus exactement, puisque ce sont majoritairement des femmes, des conditions de travail difficiles avec un salaire qui n'est pas suffisant. Et donc, c'est aussi une des revendications de la FSU d'augmenter les salaires des AESH et de leur donner un statut de fonctionnaire dans l'éducation nationale, parce qu'on sait que c'est un métier qui est nécessaire pour l'école. Voilà, je laisse la place. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, sur cette question du bilan de la rentrée, on a déjà eu l'occasion de faire un premier bilan en montrant qu'il n'y avait pas un professeur devant chaque classe à la rentrée. L'enquête du SNES a montré qu'il manquait au moins un professeur dans près de 56% des collèges et des lycées. On a montré aussi que grâce à la mobilisation des personnels, le choc des savoirs ne s'appliquait pas à cette rentrée, tout particulièrement les groupes de niveau. Et tout ça, ce sont autant de points d'appui pour l'année à venir. Et de la même manière, ce bilan de la rentrée qu'on continue de faire, continue de montrer que l'éducation nationale est vraiment à l'os et a besoin à la fois d'un nouveau cap et d'un nouveau budget. Ce bilan, on continue de le préciser. Je regardais là, par exemple, sur la question des postes vacants et des petites annonces du ministère, parce que le ministère de l'Éducation nationale recrute sur petites annonces, qu'il a même dédié un site à cet effet. À l'heure où on se parle, il reste 1982 petites annonces sur le site du ministère. Donc, le ministère de l'Éducation nationale continue de bricoler, ce qui montre bien la nécessité d'avoir un budget à la hauteur de ce que doit être le service public d'éducation. Et donc, au-delà du bilan de la rentrée, c'est intéressant de se projeter sur la suite et de voir quels sont les enjeux de cette année. Donc, Benoît l'a dit, on a une nouvelle ministre de l'Éducation nationale qui, ce matin, a fait donc son premier discours. Alors, on a été très contents de savoir quel était son arbre généalogique éducatif, mais on n'a pas appris grand-chose d'autre sur ses priorités et notamment sur la question budgétaire. Or, la question budgétaire va être vraiment l'enjeu central des prochains mois et de cette année scolaire, bien évidemment pour augmenter les salaires, pour recruter davantage, mais aussi avec l'idée qu'il faut en finir avec tous les gadgets qui coûtent au budget de l'éducation nationale, qui coûtent à l'éducation nationale. Et de ce point de vue-là, on peut regarder un peu ce qui se passe déjà dans les académies. Effectivement, au niveau du SNES-FSU, on demande par exemple l'abandon du SNU. Le SNU, cette année, c'est dans le budget 2024, c'est 160 millions d'euros. Si on devait aller vers une généralisation, ça serait près de 3 milliards d'euros, même si la Cour des comptes a montré que ça pouvait être encore davantage. Donc on voit là, il y aurait une mesure immédiate sur le budget, en tout cas que nous on réclame, qui serait l'abandon du SNU et qui permettrait de récupérer plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards. C'est d'autant plus important qu'il y a d'autres choses à financer. Il y a bien évidemment la revalorisation salariale, il y a les créations de postes. Là-dessus, on a besoin de moyens. Et nous, ce qu'on veut dire, c'est que ces moyens, c'est possible de les récupérer. C'est possible de les récupérer, c'est possible d'avoir un budget pour l'éducation nationale en revenant sur le service national universel, en revenant également sur la question de l'uniforme et en revenant sur la question du pacte. Sur la question du pacte, on a bien vu que, comme on l'avait dit, il n'a pas trouvé son public. Seulement 24% des enseignants du public ont signé le pacte. On est quand même sur quelque chose qui coûte de 793 millions d'euros à près d'1 milliard d'euros. Donc, si on commence à faire les comptes, SNU, pacte, uniforme, on peut récupérer plusieurs milliards immédiatement. Et je rappelle qu'augmenter de 10% le salaire des enseignants, c'est 3,6 milliards d'euros. Donc, budgétairement,
Nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut sortir des discours en nous disant qu'il n'y a pas d'alternative, qu'on est condamné à subir l'austérité. On n'est pas condamné à subir l'austérité. Nous, on le dit, on peut faire des choix forts dès le budget 2025, dès la semaine prochaine, dès l'étude du budget, en annulant le SNU, le pacte et l'uniforme, et en permettant l'augmentation de la rémunération des personnels. Donc l'enjeu du budget, il est évident, il est très fort, même si la ministre n'en a pas parlé ce matin, et en tout cas c'est quelque chose qu'on portera très rapidement, d'autant plus que, je terminerai là-dessus, les coupes budgétaires de l'an dernier ont eu un effet très concret et très réel dans les établissements scolaires du second degré. Il y a eu de nombreux épisodes pour savoir combien l'éducation nationale avait perdu, combien est-ce qu'elle avait rendu. Il nous avait été annoncé c'est près de 700 millions d'euros qui devaient être rendus. À titre d'exemple, dans des académies, ça a donné lieu à la diminution des indemnités pour missions particulières. Je pense par exemple dans l'académie de Clermont-Ferrand, les référents numériques ont vu leur rémunération sur les IMP divisée par 2, donc pour le même travail. Donc là, on a un certain nombre de collègues qui ont dit, puisque c'est comme ça, on ne va plus le faire. Ou on va arrêter de le faire après les vacances de la Toussaint. Donc voilà à quoi rime en fait la politique d'austérité dans l'éducation nationale. Non seulement elle ne permet pas de recruter, mais elle décourage les personnels, elle ne permet pas à l'éducation nationale d'avancer. Donc la question du budget sera vraiment fondamentale pour cette année scolaire. Et si la ministre n'en a pas parlé ce matin, nous lui en parlerons. Dès qu'on la verra cette semaine, mais aussi dans les prochaines semaines dans la rue, avec aussi l'idée qu'il faudra un cap pour l'éducation nationale, qu'il faudra une ambition pour l'éducation nationale. Là aussi, ce matin, la ministre est restée extrêmement vague, avec un discours très creux, mais on attendra d'elle qu'elle réponde très vite à une question claire et simple. Allez-vous, oui ou non, abandonner le choc des savoirs? La réponse devra être oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais évoquer la rentrée 2024 dans les lycées professionnels. Donc, une rentrée 2024 où le sort fait aux élèves de lycée professionnel n'a pas ému grand monde, excepté les personnels, très clairement. Une conséquence de la réforme Grandjean des lycées professionnels pour les élèves de terminale Bac Pro, c'est le fait d'avancer leurs examens au mois de mai au lieu de les passer en juin. Les avancer en mai, pourquoi? Pour qu'ensuite, ils puissent être 1 mois et demi en entreprise lors d'un stage non qualifiant, c'est-à-dire en fait travailler. On enlève de l'école aux élèves pour qu'ils soient au travail. Et cette avancée des examens, nous demandons leur rétablissement dès le mois de juin. Il y a un an, Gabriel Attal avait pris la décision effectivement de rétablir les examens du bac général et technologique en juin. Pour la FSU, à cette date, il est encore temps effectivement de revenir sur cet avancement des examens au mois de mai pour les élèves de bac pro. Et que ce soit ce report ou l'abrogation du parcours différencié pour mettre les élèves plus en entreprise sera un signal fort envers les élèves des personnels de lycées professionnels pour en finir avec les mensonges répétés quant à la valorisation de la voie professionnelle du lycée. Parce qu'on a une réforme très clairement qui inquiète les personnels dans les établissements. Le parcours différencié va désorganiser complètement les établissements, désorganiser donc les conditions de travail des PLP, mais inquiète aussi forcément quant à la réussite scolaire des élèves de terminale Bac Pro et ceux des années à venir si on maintient ces examens au mois de mai et ce parcours différencié. Et une inquiétude très forte à l'heure où, réforme après réforme, les conditions de travail des PLP ont été effectivement à nouveau dégradées et où on manque très clairement d'enseignants dans les lycées professionnels. On a besoin d'enseignants de mécanique, de maintenance, de lettres-histoire, de maths sciences. Et on a un besoin fort de répondre à cette crise d'attractivité. C'est les salaires, c'est le même sujet que pour l'ensemble du second degré. Et c'est un point incontournable. Et ce signal fort, le ministre délégué à la réussite scolaire et à l'enseignement professionnel pourrait être donné très rapidement aussi en ce qui concerne l'échec du choc des savoirs, en partie sur les prépas secondes. En cette rentrée, les prépas secondes n'ont pas trouvé leur public. Les classes sont peu, voire pas du tout remplies. Les prépas secondes ont fermé en cette rentrée faute de public. Donc on voit très clairement que ce n'est pas une exigence sociale et scolaire des familles, ces classes de prépa secondes. Donc le signal fort qui doit être donné tout de suite, très rapidement, c'est l'abandon de la généralisation complète des prépas secondes, l'abandon des classes préfiguratrices pour la rentrée prochaine et de restituer les moyens aux classes de seconde générale technologique et professionnelle. Pourquoi? Pour permettre d'éviter d'augmenter les effectifs par classe comme on est en train de le faire à cette rentrée, faute de place dans les lycées et lycées professionnels. Donc pour nous, il y a urgence de ce côté-là. Et pour réussir justement à redonner
son excellence, comme a pu dire ce matin à nouveau la ministre de l'Éducation nationale, ou pour valoriser la voie professionnelle, comme a pu dire le ministre délégué, il y a nécessité d'investir dans les lycées professionnels, nécessité d'investir pour les salaires des professeurs et remédier à la crise d'attractivité, et nécessité d'investir, pourquoi? Pour redonner les heures qui ont été supprimées aux élèves pour préparer leur diplôme. L'abrogation, effectivement, des réformes successives peut le permettre. Dès la rentrée 2025, ça peut être 1 milliard d'euros pour le faire. 1 milliard d'euros, c'est très facile à trouver puisqu'on a une concurrence complètement déloyale qui est organisée depuis des années et qui continue en cette rentrée, qui est celle de l'apprentissage. L'apprentissage, budget 2023, c'était 25 milliards d'euros. 25 milliards d'euros pour un résultat dont on sait les limites aujourd'hui, alors que le lycée professionnel amène plus au diplôme, permet davantage de qualifications, génère moins de décrochage et moins d'abandon de formation. Donc l'argent est tout trouvé. On sait que ce sont des choix politiques, c'est pas une crise de l'austérité, et qu'il y a une nécessité aujourd'hui, c'est vraiment d'investir dans les lycées professionnels. Avec, voilà, le ministre délégué ce matin a parlé de sérénité. Les PLP attendent une chose pour pouvoir envisager leur année en toute sérénité, c'est l'abrogation du parcours différencié et de rétablir les examens au mois de juin. Merci à vous. Alors, moi, je suis Benoît Hubert et je suis co-secrétaire général du SNEP FSU. C'est le syndicat qui s'occupe des questions d'éducation physique et sportive à l'école, du sport scolaire, des professeurs de sport dans le ministère des Sports, mais aussi des personnels de jeunesse, CEPJ, ministère jeunesse, et voilà. Moi, si je suis là, c'est pour simplement dire qu'il ne faut pas tourner la page trop vite des Jeux Olympiques et Paralympiques. On nous vend depuis 2017 la question d'un héritage, et donc cet héritage, il va falloir lui donner corps, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que il n'y a aucune politique publique ambitieuse qui se soit développée autour de cette question d'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques. Quel impact dans l'éducation nationale? Je parlerai plutôt d'impact que d'héritage, puisque n'ayant pas eu de politique publique d'envergure en amont, on n'hérite pas de grand-chose. Donc pour le coup, c'est en termes d'impact que je parlerai. On a la question de l'activité physique quotidienne dans le premier degré, la question des 2 heures de sport supplémentaires en collège, qui ne fonctionne pas, il faut le dire clairement, ça ne fonctionne pas, ça n'atteint pas son public et c'est une gabegie financière pour rien du tout. Et on a eu la question, dans la politique globale du sport en France, la question des 5000 équipements qui, eux, par exemple, sont très genrés, ne bénéficient ni aux scolaires, ni aux clubs, ni aux associations. Donc en termes d'héritage, comme ils l'ont appelé, pour l'instant c'est le grand vide. Nous, ce qu'on voit, c'est que depuis 2017, au moment où le pari a été choisi pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a eu la suppression de 1000 postes d'enseignants de PS dans le secondaire. 1000 postes, c'est pas rien, c'est autant de postes d'animateurs d'associations sportives au sein des collèges et lycées. Et puis, le constat qu'on fait, nous, c'est qu'il manque globalement en France près de 1000 piscines, autant d'équipements sportifs. On n'a pas de crise, nous, de recrutement. Contrairement à d'autres, pas de crise d'attractivité. C'est un métier qui attire encore beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes en formation. Mais pour autant, les nombres de postes a diminué d'année en année. Ce qu'on réclame, nous, c'est 1500 postes par an pendant 5 ans pour rétablir ce qui existait auparavant et correspondre aux besoins actuels. On réclame, en termes d'héritage, l'augmentation des horaires d'éducation physique et sportive parce que c'est le seul lieu où on travaille sur la démocratisation des activités physiques et sportives. C'est le seul lieu où tous les élèves, toute la jeunesse passe sa culture au sport, s'éprouvent physiquement dans les activités physiques et sportives, et c'est là qu'ils construisent finalement le goût pour la pratique ou pas. Et sans goût à la pratique, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on ne va pas vers. Et donc à un moment donné, si on veut augmenter la pratique physique des jeunes, il faut leur donner le goût de la pratique, et c'est par l'école que ça passe, et tout commence à l'école. Comme certains sportifs d'ailleurs l'ont très bien dit au niveau des médailles. Il ne faut pas s'arrêter aux médaillables, hein. Il faut regarder la politique sportive dans son globalité. Et ce qu'on voit, c'est que la médaille, elle cache souvent la forêt immense, le désert même immense de la politique sportive en France. Ce qu'on réclame par ailleurs, c'est qu'à contrario de ce qui avait annoncé par Amélie Oudéa-Castéra, c'est une grande loi d'orientation et de programmation pour le sport en France. On réclame un budget à hauteur de 1% du budget de l'État pour la politique sportive en France. Et là, on voit dans les premiers chiffres qui circulent que ça serait plutôt moins 11 et moins 13%. On est à l'équivalent 0,1-0,2% du budget de l'État, ce qui est insignifiant pour une politique sportive en France. Donc, grande cause nationale, certes, le mot est beau, mais derrière, il ne se passe pas grand-chose malheureusement. Si ce n'est des injonctions présidentielles à bouger 30 minutes à 1 heure, voilà, débrouillez-vous, allez dans les salles privées si vous voulez, faites ça dans votre chambre si vous voulez, mais il faut bouger.
Ça suffit pas comme politique. Dernier point que je voudrais ajouter, c'est la problématique du sport scolaire actuellement. Vous savez peut-être pas, mais ça touche quand même 1 300 000 élèves. Donc de rien, c'est pas rien. C'est la première fédération sportive féminine de France. 12,5 millions de déficit. Des budgets, enfin une politique budgétaire et une politique sportive très contestable, ce qui fait que les associations sportives de collèges et de lycées sont en très grande difficulté actuellement. Et c'est au détriment de la pratique physique des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui touche énormément les collègues et qui les met en grande difficulté. Bonjour, alors Anne Roger pour le SNESUP et l'enseignement supérieur et la recherche. Donc pour pas être trop longue, effectivement, j'aborderai juste 3 points qui ne sont pas forcément d'ailleurs ceux qui sont dans le dossier dossier de presse. Le premier point, évidemment, ça a été largement évoqué par tout le monde et je ne peux pas passer dessus, c'est les questions de coupes budgétaires et surtout les conséquences de ces coupes budgétaires, puisque on est... alors, pour le moment, en tout cas, on nous annonce 400 millions d'euros de coupes budgétaires après les 900 millions de coupes de l'an dernier. On n'est pas les seuls à tirer la sonnette d'alarme, puisque l'ex-ministre Sylvie Retailleau et les présidents d'université font état de la gravité de la situation. Donc voilà, c'est pas juste une préoccupation syndicale, hein, c'est bien plus large. Globalement, en un an, on a doublé le nombre d'universités qui annoncent un déficit, ce qui est énorme, puisqu'on est passé cette année de 60 universités sur 75 qui se disent en grande difficulté, alors qu'on en était qu'à 34 l'an dernier et qu'à 15 il y a encore 2 ans. Donc c'est énorme. Et alors évidemment, les universités ont déjà annoncé des plans d'austérité. Et ce qui nous remonte, c'est assez inquiétant, c'est édifiant même, puisqu'on est à moins 19 millions annoncés pour Strasbourg, à moins 11 pour l'université Gustave Eiffel, 10 millions pour Paris-Cité, Clermont, Grenoble, etc. Et ensuite, quasiment toutes les universités ont annoncé des coups de rabot. Et donc évidemment, les conséquences sont directes sur la formation, sur la recherche et sur les conditions de travail. Ça a déjà été évoqué par mes collègues du premier et du second degré. Et on peut donner quelques conséquences directes, hein. Il y en a beaucoup et ça ne peut pas être exhaustif. On a d'ores et déjà des TD à 60 qui nous remontent du côté de Paris 13, 60 pour apprendre le langage Python en informatique. Je vous laisse deviner un petit peu l'efficacité de la formation. On a des maquettes de formation qui sont largement rognées. Et puis, on a aussi un arrêt des travaux de rénovation énergétique qui étaient prévus, qui sont suspendus, alors que c'est fondamental, puisqu'à Clermont-Ferrand, par exemple, le budget qui était consacré au chauffage en 2022, avant 2022, était de 7 millions d'euros et qu'on en est aujourd'hui à 20 millions d'euros. Donc en fait, il y a une réelle explosion des coûts liés au chauffage et si les travaux ne sont pas faits, eh ben, ça va continuer à se disperser comme ça. Ensuite, on a une réticence à employer des personnels administratifs, techniques et des bibliothèques, ce qui surcharge non seulement leurs collègues, mais en plus qui charge donc les enseignants de se récupérer les tâches administratives qu'ils assurent évidemment bénévolement. On a une diminution de 20% des frais de fonctionnement, etc. etc. Je ne vais pas détailler, mais enfin, vous voyez bien que ce n'est pas juste une ligne budgétaire qu'on tire, mais c'est aussi des conséquences très directes. Le deuxième point, qui est un point lié aux ressources humaines, pour vous donner vraiment une réalité de la situation, globalement, aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur, on a 26 millions d'heures d'enseignement qui sont assurées. Et aujourd'hui, on n'a que la moitié des heures assurées qui sont faites sur des heures statutaires. Donc seulement 13 millions des heures assurées sont faites sur le volant des heures statutaires. Ça veut dire qu'on a 5 millions d'heures complémentaires, c'est-à-dire des heures supplémentaires, qui sont faites par des titulaires. Donc évidemment, au prix d'une surcharge énorme de travail, et bien souvent au détriment de la recherche. On a 5 millions d'heures complémentaires qui sont faites par des vacataires, donc qui tournent, et il y a un turnover énorme, et 3 millions d'heures qui sont faites sur des heures contractuelles. Globalement, on a des titulaires qui effectuent en moyenne un tiers d'heures sup, tous. Donc c'est énorme parce que ça fait des semaines qui peuvent monter à 45-50 heures par semaine, hein, avec des heures qui sont payées sous le SMIC, sur les heures supplémentaires. Donc ici, ce chiffre-là, il est particulièrement alarmant et je pense qu'il faut vraiment se mettre cette réalité dans la tête. Et puis le dernier point, je souhaitais le soulever parce qu'on en a beaucoup parlé pour le premier degré et le second degré, c'est la crise de recrutement. Puisque aujourd'hui, c'est important de préciser que l'université est aussi touchée et que les chiffres méritent qu'on les prenne vraiment en considération.
Le nombre de candidats et de candidates par poste ouvert à l'université continue sa chute, puisqu'on est passé de près de 8 candidats sur un poste ouvert en 2021 à 5 candidats seulement chez les maîtres de conférences aujourd'hui, et qu'on a uniquement 86% des postes qui sont pourvus, et encore moins, il reste encore 20% aussi des postes qui sont non pourvus chez les PU, chez les professeurs d'université, chez les professeurs agrégés qui sont à l'université, 25% des postes ouverts ne sont pas pourvus. Donc ça représente un manque à gagner de 350 postes d'enseignants-chercheurs et de 200 postes d'enseignants. Donc, alors qu'on est sur des besoins particulièrement criants, il y aurait nécessité, en tout cas urgence, à se questionner sur cette crise de recrutement et à questionner les conditions de travail et les conditions de rémunération qui, sans aucun doute, sont des explications importantes à cette crise de recrutement. Et puis j'arrête là sur les sujets que j'évoquerai maintenant. La Fédération syndicale unitaire, c'est également de nombreux syndicats du travail social, de la jeunesse et de l'enfance, fortement attachés aux valeurs de l'éducation. Je suis Marc Hernandez pour le SNPES, premier syndicat de la protection judiciaire de la jeunesse, tant historiquement que en termes de représentativité. Alors forcément, je vais commencer par un mouvement social inédit et extrêmement important qui a regroupé une intersyndicale composée du SNPES, de la CGT-PJJ, de l'UNSA-PJ et de la CFDT-PJJ en plein cœur de l'été. Cette mobilisation, elle vient répondre à un vaste plan social, c'est comme ça que nous on l'appelle, entrepris par la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse en plein cœur de l'été, puisque le 31 juillet 2024, on apprend la suppression de centaines de postes, le non-renouvellement de centaines de postes de nos collègues, quelle que soit leur catégorie professionnelle, des psychologues, des assistants sociaux, des travailleurs de services administratifs, au travers de la totalité de notre administration. La mobilisation au cœur de l'été est inédite et d'ampleur. On a plusieurs mobilisations, le 14 août, puis le 29 août et enfin plus récemment le 17 septembre. Et très rapidement, on va avoir des premières réponses. On va gagner 3 millions auprès du ministère de la Justice qui vont nous être alloués pour répondre à ce plan d'ampleur, mais qui ne vont pas être qui ne vont pas être utilisés par la protection judiciaire de la jeunesse pour sauver les emplois. Pour de mystérieuses raisons, elle va refuser de respecter les engagements du ministère de la Justice, qui était en l'occurrence de respecter, par exemple, les délais de prévenance. Notre intersyndicale, je vous le rappelais il y a quelques jours, a pu accentuer sa mobilisation avec une énième journée de grève dont les chiffres sont en perpétuelle augmentation, étant donné que certains territoires étaient jusqu'à 40%, avec jusqu'à 40% de grévistes, certains services jusqu'à 100%. Cette mobilisation, elle est d'ampleur et elle va continuer puisque le 3 octobre 2024, on appelle à un nouveau rassemblement devant les tribunaux. Face à cette cure austéritaire et ces coupes claires, notre intersyndicale a un ensemble de revendications qui sont un plan de titularisation et de recrutement sur l'ensemble des postes vacants, un abaissement immédiat des normes également concernant les éducateurs et le personnel de la protection judiciaire de la jeunesse, un bilan détaillé, fiable et de la situation budgétaire de la protection judiciaire de la jeunesse, puisqu'il ne nous a jamais été donné, même au moment où on nous annonçait des suppressions de postes, des non-renouvellements. Et enfin, la transmission du rapport de l'inspection générale de la justice et de l'association des organisations syndicales aux politiques budgétaires de l'administration. Au-delà de cette situation et de cette mobilisation sociale, le SNPES est fortement attaché au primat de l'éducatif, à la protection judiciaire de la jeunesse et un véritable service public de l'éducation, face notamment à des chiffres d'incarcération extrêmement élevés durant plus de 5 mois. On est sur une moyenne de 800 enfants incarcérés depuis plus de 5 mois et le développement d'une politique coercitive à l'égard de la justice des enfants. On a un nouveau ministre, M. Migaud, qui a été pile 10 ans, me semble-t-il, à la présidence de la Cour des comptes. On espère qu'il sera attaché notamment au dernier rapport de la Cour des comptes concernant les centres fermés, qui dénotent leur inutilité et leur coût exorbitant. De l'argent, il y en a dans le répressif. Maintenant, on en veut dans l'éducatif. Et parce que c'est la situation de la protection judiciaire de la jeunesse, mais pas que. Également de l'ensemble
de la protection de l'enfance et de l'aide sociale à l'enfance. Bonjour, je suis Julien Fonté, co-secrétaire général de la FSU territoriale. C'est donc le syndicat de la FSU qui syndique les agents des collectivités, mairies, départements, régions. La FSU est attachée à ce secteur de la fonction publique, à la fonction publique territoriale. Elle y est même représentative depuis les élections professionnelles depuis 2022. C'est un pan de la fonction publique qui traite, entre autres, de l'éducation. Alors, il y a évidemment les personnels des écoles, des collèges, des lycées, mais également l'aide sociale à l'enfance, qui dépend des conseils départementaux, et qui est un pan essentiel de la protection de l'enfance, puisque c'est l'échelon qui met en œuvre les décisions de justice ou les demandes des familles en matière de mesures éducatives. Nous, ce qu'on voulait dire aujourd'hui, c'est d'abord que c'est un secteur qui connaît une crise inédite, une crise du recrutement, une crise du financement, et aussi qui pâtit d'une certaine petite musique qui voudrait que la jeunesse soit de plus en plus violente, qui se base sur des faits divers surmédiatisés, alors que la réalité, c'est que les informations préoccupantes concernant les enfants et les jeunes ne cessent d'augmenter. On a des départements où la progression de ces informations préoccupantes est à 2 chiffres. Et la réalité, c'est surtout que les jeunes sont de plus en plus victimes des adultes et que les besoins en matière de protection de l'enfance et de mesures éducatives augmentent. Mais on a des moyens qui sont en baisse à l'aide sociale à l'enfance, notamment en raison de la pression budgétaire que subissent les collectivités et les conseils départementaux en premier lieu. Le deuxième problème, c'est l'absence de revalorisation significative des carrières et des salaires des travailleurs sociaux qui freinent le recrutement et qui créent une crise de recrutement également dans ce secteur-là. Avec des recrutements de plus en plus d'agents contractuels, donc précaires, et moins bien payés que les titulaires, pour absorber une charge de travail qui continue de croître et qui s'apparente de plus en plus pour les travailleurs sociaux à de la gestion de dossiers plus qu'à de l'accompagnement éducatif à proprement parler. Avec des situations qui sont aussi de plus en plus complexes à gérer. Donc la conséquence, elle est d'abord pour les enfants qui se retrouvent en difficulté. Leur sécurité, leur bien-être ne peuvent pas être assurés tout le temps par les travailleurs sociaux et par les mesures de l'aide sociale à l'enfance. Donc nous, ce qu'on demande à la FSU territoriale, c'est d'abord plus de moyens pour les collectivités, d'abord par une réforme de la fiscalité locale en rétablissant les impôts locaux qui ont été supprimés par les différents gouvernements depuis les 2 mandats d'Emmanuel Macron, et également une revalorisation des carrières et des salaires des travailleurs sociaux afin de résoudre la crise de recrutement sur ce secteur. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Brice Castel, je suis le secrétaire général du FSU, donc les assistantes sociales. Alors je fais une incise pour commencer, je féminise assistantes sociales puisque 96% de femmes sont dans cette profession. Les assistantes sociales, je vais centrer sur l'éducation nationale parce que mes camarades auparavant ont largement évoqué la question de la protection de l'enfance et du travail social plus généralement. À l'éducation nationale, c'est 2700 assistantes sociales pour 12 millions d'élèves. C'est un peu moins de 200 assistantes sociales pour plus d'1 million d'agents et guère plus de 200 assistantes sociales pour les étudiants. Ce sont des professionnels qui sont en première ligne sur un certain nombre de questions qui ont fait l'actualité ces dernières années, et notamment ces derniers mois. On peut penser au harcèlement, à la question du décrochage, à la lutte contre la précarité, et puis je pourrais faire une liste assez longue, la lutte contre la violence sexuelle, la maltraitance, dans l'objectif de permettre notamment la réussite de toutes et de tous. Parce qu'en effet, on demande à l'école toujours d'en faire un peu plus sur tous ces sujets. Alors, à juste raison, pour autant, l'école ne peut pas tout faire. Et il est important que si l'école prend sa partie sur ces questions-là, il est important aussi de le mettre en lien avec la question du travail social et la question des autres acteurs concourant à l'accompagnement de la jeunesse et de la famille. À l'école, pourtant, ça a déjà été dit, l'école, elle est en crise. Il y a une tension sociale, sociétale qui rejaillit au sein des établissements scolaires. Et aujourd'hui, on a besoin de pouvoir l'apaiser, l'école. On a besoin que l'école ne soit plus soumise à des dictats de communication politique liés à des faits divers, à des drames qui sont instrumentalisés toujours pour se vendre des politiques qui sont finalement plutôt du bricolage dans l'urgence que réellement un investissement volontaire et massif répondant aux besoins. S'agissant des personnels sociaux, c'en est un exemple parmi d'autres.
la situation elle est plus qu'inquiétante. L'année dernière, au premier semestre 2024, on a eu une mobilisation inédite et assez forte de l'ensemble des acteurs sociaux d'éducation nationale. Le point d'or, c'était le 22 mars. On a eu plus de la moitié de la profession qui a manifesté dans la rue ce jour-là pour demander une meilleure reconnaissance, des moyens supplémentaires et faire part surtout de l'épuisement de l'ensemble des collègues face à l'explosion des besoins et au manque de moyens. Le SNES-FP a mené une consultation auprès des collègues pour savoir un petit peu quel était leur état d'esprit et quelles étaient les difficultés. Et je vais illustrer mon propos par quelques chiffres qui sont assez marquants. On a 82% des assistantes sociales qui expriment un sentiment d'usure ou de perte de sens au travail. On a une AS sur 4 qui s'est retrouvée en arrêt de travail ces 12 derniers mois en lien avec une fatigue ou une souffrance au travail. Et on a plus de 9 AS sur 10 qui déclarent que les conditions d'exercice dégradées ont une incidence sur leur vie personnelle. Alors j'aurais pu en donner d'autres, mais ces chiffres-là, ils sont assez marquants. Je ne vais pas reprendre les chiffres de l'état de la jeunesse aujourd'hui. On a entre 2 et 3 000 enfants qui sont sans hébergement actuellement. On a un enfant qui meurt toutes les semaines à peu près de victimes de violences intrafamiliales. Et on pourrait faire une liste assez longue, mais ces quelques chiffres démontrent à quel point la situation ne peut plus durer. Aujourd'hui, les besoins sont toujours plus importants sur la question de la protection de l'enfance, sur les mineurs non accompagnés, sur la hausse de la précarité, l'appauvrissement des familles qui ont une répercussion sur la vie de l'établissement. On a une jeunesse qui mérite mieux, il en va de son avenir. Les orientations politiques de l'éducation nationale doivent donc changer. Plus que jamais, il est indispensable qu'on investisse avec ambition pour la politique éducative, sociale et de santé. Le bricolage permanent des dernières années, il doit s'arrêter. L'exemple qui l'illustre, c'est la multiplication des annonces sur la désignation de référents, référents harcèlement, secourisme en santé mentale, décrochage au sein des établissements, avec des missions qui viennent empiéter sur celles de personnels qui sont formés à cet effet, et des référents qui, plus est, sont formés en quelques heures, ce qui, au passage, témoigne d'un certain mépris quant à la professionnalité des professionnels qui sont qualifiés et qui sont formés pour gérer ces sujets-là. À ceci s'ajoute quand même que pour ces référents, ces missions-là viennent s'ajouter à d'autres missions qui sont leur mission initiale, surchargeant encore plus leur travail. Pour la FSU, on n'a pas le choix aujourd'hui, il faut investir avec force sur l'accompagnement des élèves, des familles, renforcer la politique éducative, sociale et de santé, avec un portage politique réaffirmé au sein de l'éducation nationale et pas ailleurs. Et il faut des choix budgétaires qui soient clairs, nets et précis pour créer les postes nécessaires pour répondre aux besoins. Un petit mot très rapide à ce sujet-là sur le service social du personnel, on en avait parlé en introduction. L'éducation nationale, c'est le ministère qui a le taux d'encadrement le plus faible en termes de service social du personnel. C'est un peu à l'image de la médecine du travail. Une école qui va bien, ce sont aussi des personnels qui vont bien, qui ont accès aux services dont ils ont besoin. Et le service social du personnel en fait partie. Il y a urgence à investir aussi sur le service social du personnel. La conclusion, très très long, en conclusion, la FSU a revendiqué des équipes pluriprofessionnelles complètes au sein des établissements et la présence du service social en faveur des élèves dans chaque établissement du second degré, mais aussi du premier degré, ce n'est pas le cas ou à la marge aujourd'hui. Et donc on estime qu'il faut au moins 20 000 créations de postes aujourd'hui pour cela. Et plus largement, il faut qu'on puisse redonner des moyens à l'ensemble des services publics qui concourent à l'accompagnement de la jeunesse et des familles, et singulièrement au travail social dont la crise a largement dépassé le point de bascule et se rapproche dangereusement du point de non-retour. Bonjour à tous, donc Safia Guéréchi, je suis secrétaire générale du SNICS-FSU, donc du syndicat national des infirmières conseillères de santé, c'est-à-dire des infirmières affectées dans les établissements secondaires et à l'université. Donc je ne reprends pas ce qui a été dit sur le bilan de la rentrée avec l'inquiétude sur le manque de moyens et la ligne politique qui sera celle de la nouvelle ministre et l'usure par rapport au changement de ministre permanent et des réformes successives qui n'ont cessé de dégrader l'école. J'aurai évidemment une attention particulière sur la santé avec j'ai écouté avec attention, et je pense que toutes les infirmières aussi, les propos de la ministre qui est médecin et qui a fait de la santé scolaire et non pas la santé à l'école, mais ça on y reviendra, sa priorité, une de ses priorités en cette rentrée. Donc nous, les priorités autour de la santé, depuis 2017, on les connaît, ils ont été affichés par les différents ministres. On a les priorités sur la santé à l'école, sur le bien-être, sur la prévention, sur l'inclusion. C'était même des priorités nationales, la priorité santé mentale, harcèlement, éducation à la sexualité. Tout ça, c'est un discours pour lequel les infirmières n'ont cessé de passer de déception en déception. Pourquoi ? Parce qu'il y a une explosion des besoins.
Et pourtant, il y a eu, depuis 2017, l'arrêt des créations d'emplois d'infirmières à l'éducation nationale. Dans l'enseignement supérieur, ça s'est limité à 300 et c'est de l'emploi contractuel aujourd'hui qui est fait. Et les conditions de travail n'ont cessé de se dégrader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend ne serait-ce que la politique d'inclusion scolaire, les élèves ont doublé. Hein, et ça, c'est à juste titre et on est très favorable à l'inclusion scolaire. Sauf qu'à moyen constant, les infirmières, ça veut dire que pour un élève handicapé, elles ont 2 fois moins de temps à lui accorder pour favoriser son inclusion scolaire. Et c'est assez grave parce que c'est le seul personnel dans l'école qui est dédié au vécu de l'élève. Et c'est bien cette prévention-là qui est oubliée et c'est ce choix-là qui est oublié et qui est complètement nié aujourd'hui dans l'école. C'est-à-dire qu'on va répondre à des objectifs sanitaires. On va faire de la prévention secondaire. Je pense que c'est ce qu'a en tête la ministre quand elle parle de prévention et de renforcement de la santé. Mais on a complètement abandonné la lutte contre les inégalités sociales et de santé et la réussite scolaire. On va centrer les missions des infirmières et aussi des médecins sur de la prévention secondaire. Et en fait, on méprise complètement 18 millions de consultations qui sont faites par les infirmières, qui sont là de la vraie prévention primaire, qui est efficace et qui fonctionne, et qui répond aux besoins des jeunes et de leurs familles. C'est vraiment ce qu'on observe depuis 2017, c'est un abandon de l'objectif d'égalité scolaire dans l'école. Et c'est ce qu'on dénonce, et c'est pour ça qu'on est totalement opposé au projet qui était porté par la ministre précédente, qui était la départementalisation de la santé scolaire avec la refonte des missions, c'est-à-dire on va prendre les moyens infirmiers dans l'école dévolus aux élèves pour les inscrire dans des politiques départementales à l'extérieur de l'école pour des missions sanitaires. On est professionnel de santé, évidemment. Les enjeux sanitaires et de santé publique, c'est quelque chose qui nous parle. On y participe, mais la mission de l'école et la responsabilité de l'école, c'est la réussite scolaire. Et là, il n'y a aucun autre acteur, aucun autre professionnel de santé qui est inscrit dans l'école et qui répond à 18 millions d'élèves qui viennent frapper aux portes des infirmeries. Donc voilà, si on veut parler de constat en cette rentrée, les infirmières, elles sont encore 2/3 à vouloir quitter l'éducation nationale parce qu'on néglige leur mission et leur existence et qu'on parle de politique rétrograde, hygiéniste avec une vision assez médico-centrique qui ne correspond pas du tout à ce qu'on défend, nous, pour l'école et pour les jeunes, ni à leurs besoins. Et donc, on appelle, nous, au contraire, au renforcement de la compétence de l'infirmière en termes de réussite scolaire. On demande 3 fois plus de postes d'infirmiers aujourd'hui à l'éducation nationale, c'est-à-dire la création de 15 000 emplois. On est 7 500 devant élèves pour couvrir tous les besoins du premier degré au second degré et 300 dans les universités. Et ce qu'on demande aussi, parce que du coup les enjeux sont grands, on n'a pas égrené ici les chiffres de la santé, mais évidemment les jeunes ont des besoins en santé et ils explosent et les enjeux sont forts en termes de réussite scolaire, mais aussi en termes de littératie en santé. Et donc on demande à ce que la formation des infirmières, qui est aujourd'hui inexistante, elle soit réaffirmée et qu'on considère vraiment l'infirmière à l'éducation nationale comme une infirmière spécialisée avec un véritable diplôme et de la recherche sur les pratiques professionnelles. Et on va, et c'est un peu le discours ambiant de dire mais on a cette volonté-là, mais on ne recrute pas. Donc il faut poursuivre les revalorisations salariales. Après 3 ans de combat, les infirmières ont eu le CTI qu'elles revendiquaient, mais 3 ans après pratiquement toutes les autres infirmières de France. Donc c'était juste une mesure d'égalité. Mais on est encore, pour une profession de femme, à 1 000 € de salaire inférieur à la moyenne des salaires de la fonction publique, en tout cas des corps de catégorie A, même niveau de recrutement et même niveau de responsabilité. Donc voilà, création d'emplois, amélioration de la formation et attractivité pour le recrutement. Voilà, ce qu'on a, nous, à cette rentrée, c'est l'inquiétude de voir s'accélérer la décentralisation ou l'externalisation des infirmières de l'éducation nationale. On a entendu une ministre qui s'est dit préoccupée et qui écouterait les personnels de l'éducation nationale. Alors il faut pour nous qu'elle renonce à cette réforme puisque les infirmiers, les assistantes sociales et les psychologues de l'éducation nationale y sont opposés parce qu'elle est délétère et elle va à l'encontre des besoins des jeunes aujourd'hui. Je vous remercie.